La dernière fois, on avait expliqué pourquoi ce fameux graphique, qui représente les taux d'emprunt des différents pays membres de la zone euro, présente une partie très resserrée entre 2000 et 2008. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi cette cohérence éclate au moment de la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. Bon, du coup, j'ai pas grand chose à rajouter. Générique. Abu, this is no time to panic! Start panicking! Commençons par un rapide récapitulatif de ce qu'on a déjà dit. Pourquoi est-ce que les taux européens étaient-ils tous quasiment au même niveau avant 2008 ? Pour trois raisons. Numéro 1, l'euro a permis la libre circulation des capitaux. Les trop-pleins d'épargne disponibles dans les pays du Nord sont allés acheter les dettes souveraines des pays du Sud, ce qui a permis de pousser les taux de ces pays vers le bas pour les amener au même niveau que ceux des pays du Nord. Numéro 2, les banques, friandes de contrats de type repo qui permettent de se financer pour pas cher, se sont mises à utiliser les dettes d'États membres de l'euro comme collatéral. Un collatéral qui était considéré de qualité équivalente qu'il s'agisse de dettes allemandes ou grecques. Ici encore, ça a permis, parce que la demande était similaire pour toutes les dettes, de maintenir les taux à des niveaux équivalents entre pays du Nord et pays du Sud. Et puis numéro 3, la dette souveraine a toujours été perçue comme l'actif financier le moins risqué possible. On le considère même comme un actif sans risque, essentiellement parce qu'un État possède une souveraineté monétaire. Il peut toujours créer de la monnaie pour rembourser ses dettes. Sauf que la Banque Centrale Européenne est garante de cette souveraineté en Europe et qu'elle s'interdit de l'utiliser pour financer des gouvernements. On a alors dit que les marchés avaient sûrement un petit peu mis cet aspect de côté en considérant que la BCE, si jamais la zone euro était en danger, aurait probablement pas le choix que de soutenir les gouvernements les plus exposés. Ok, je m'en rappelais, j'écoute effectivement tout ce que tu racontes avec beaucoup d'intérêt, mais c'est vrai qu'un petit récap, ça fait pas de mal. Bon alors du coup, Lehman Brothers dans tout ça, c'est quoi le rapport entre cette banque américaine qui fait faillite et les taux qui divergent? Alors pour répondre, je vais commencer par te poser une question. Est-ce que visuellement, tu arrives à te représenter la manière dont les marchés financiers sont organisés? Eh ben moi, je visualise toujours ton espèce de roue là, avec tous les fonds d'investissement et les banques connectées. Ok, alors il va falloir que je prenne une représentation un petit peu différente. Les marchés financiers ressemblent plutôt à un réseau composé d'acteurs financiers, fonds d'investissement, fonds de pension, assureurs, hedge funds, etc., tous plus ou moins connectés les uns avec les autres. Au cœur de ce réseau se trouvent les banques d'investissement et les banques universelles. C'est celles qui cumulent les casquettes de banques d'investissement et de banques commerciales. À la différence des autres acteurs, les banques sont hyper connectées entre elles, essentiellement parce qu'elles se font crédit les unes aux autres, notamment en utilisant la méthode du repo avec collatéral qu'on a vu dans l'épisode d'avant. Ah ouais, je crois que je commence à voir le problème. Et voilà. Quand une banque comme Lehman, la quatrième plus grosse banque d'investissement américaine à l'époque, fait faillite en pleine période des subprimes, en septembre 2008, il se passe deux choses. D'abord, numéro 1, toutes les autres banques sont forcément, d'une manière ou d'une autre, connectées à celle qui s'effondre. Quand Lehman a fait défaut, ses consoeurs étaient sûrs qu'il y allait avoir de la casse. En effet, sur 100 € prêtés à Lehman, seulement 35 ont fini par être remboursés, et ce des années après la faillite. Ok, donc si je comprends bien, si seulement 35% de la dette a été remboursée, ça veut dire que tout le reste qui ne l'a pas été représente une perte, et forcément c'est une perte pour les autres banques. Aussi pour des fonds d'investissement, mais pour les banques en majorité, c'est vrai. Et le vrai problème, c'est qu'au moment de la faillite, il est impossible de savoir précisément qui va perdre quoi. Ce qui m'amène à mon point numéro 2. Tout le monde sait que les subprimes vont coûter cher. Bear Stearns, 5e banque d'investissement américaine à l'époque, au bord de la faillite à cause des subprimes, vient juste de se faire racheter avec une aide de 30 milliards de la part de la Fed de New York. Et le gouvernement américain a également mis 100 milliards dans Fannie Mae et Freddie Mac, elles aussi au bord de la faillite à cause des subprimes. En cumulant les pertes liées aux subprimes et celles liées à la faillite de Lehman, les banques ne savent plus qui va s'en sortir et qui va faire défaut. Elles ne savent plus si elles doivent se faire confiance. Le réseau de crédit qui connectait le cœur des marchés financiers disparaît d'un coup, et sans ce cœur, ce sont les marchés financiers dans leur ensemble qui fonctionnent plus correctement. Alors, ok, mais alors du coup, je me souviens plus trop pourquoi les banques ont constamment besoin de se faire crédit les unes les autres. Ok, alors je te conseille de revoir ces deux épisodes-là, mais rapidement, ce que possède une banque, ce qu'on appelle ses actifs, ont été un tout petit peu financés par l'argent des actionnaires et énormément par l'argent de la dette. Cette dette doit être remboursée à différentes échéances, mais en gros, plus la maturité est courte, plus le taux d'intérêt à payer est faible. Les banques cherchent donc bien souvent à s'endetter sur une seule journée ou une seule semaine pour payer moins d'intérêt. À ce moment-là, elles utilisent chaque jour de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes. Sans cette capacité à s'endetter chaque jour,
Elles peuvent plus rembourser les dettes de la veille et c'est la faillite, c'est bon, je me souviens. Et si les banques commencent à faire faillite un peu partout, c'est le cœur des marchés financiers qui s'effondre sur lui-même. Plus de circulation de l'épargne, plus de financement de l'économie réelle. La faillite des divisions investissement au sein des banques universelles entraîne dans leur chute les divisions commerciales. Or, sans banque commerciale, plus de création monétaire, plus de compte courant, plus de compte épargne, les systèmes de paiement qui ne fonctionnent plus, et perte de l'épargne des ménages supérieure à 100 000 euros. Et encore, l'épargne inférieure à 100 000 euros est garantie par les gouvernements, mais ceux-ci devraient alors s'endetter à des niveaux inimaginables pour arriver à rembourser ces sommes. Autant te dire que ce scénario de faillite massive des banques, c'est l'apocalypse. Probablement l'effondrement de tout le système économique capitaliste. Wow. Pour éviter cela, les banques centrales ont réagi très rapidement. Puisque les banques ne voulaient plus se prêter de l'argent entre elles, ce sont les banques centrales qui ont assumé le rôle de prêteurs de la dernière chance. Alors je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais en gros, elles ont mis en place des programmes autres que le quantitative easing, destinés exclusivement aux banques pour leur éviter la faillite. Autrement dit, une grande partie de l'argent créé par les banques centrales à partir de 2008 n'a jamais eu pour but de venir irriguer l'économie réelle. Il s'agissait uniquement de maintenir le cœur des marchés fonctionnel, et cet argent ne pouvait de toute façon pas en sortir. Ok, mais alors du coup, si l'action des banques centrales a sauvé le cœur, pourquoi on a eu quand même une crise? L'idée c'était avant tout d'empêcher la mort des marchés financiers, les maintenir en vie le temps qu'ils guérissent. L'intervention des banques centrales n'a pas permis non plus de donner un coup de baguette magique sur le patient et de le remettre sur pied. Malgré l'intervention des banques centrales, les banques et de nombreux fonds d'investissement ne fonctionnaient plus correctement. Si bien que toute la finance et donc toute l'économie réelle en a souffert. Ah oui d'accord, je me représentais pas les choses comme ça quand même. Mais du coup c'est quoi le rapport avec les taux d'intérêt? Ok, alors revenons sur nos 3 points qui permettaient d'expliquer la convergence des taux d'intérêt. Le fait que les banques ne se prêtent plus les unes aux autres, ce qu'on a appelé aussi le credit crunch, c'est l'activité de repo qui ne fonctionne plus. Peu importe qu'il y ait du collatéral ou non, les banques ne se font plus confiance et donc cette activité est très largement réduite. Or, si le repo n'agit plus pour maintenir les taux ensemble, ils se mettent à diverger. Voilà, en fait, pas forcément. Disons que l'une des forces qui allait dans le sens de la convergence des taux est largement affaiblie. Il va falloir qu'on s'attarde aussi sur la liquidité et le risque pour bien comprendre. Donc continuons. Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est justement celui du risque. On avait dit que même avec cette histoire de BCE qui ne peut pas venir en aide au gouvernement de la zone euro, cette notion de risque de défaut des gouvernements semblait être passée au second plan du point de vue des investisseurs. La faillite de Lehman a clairement remis cette notion de risque de non-remboursement au goût du jour. En effet, le marché de l'immobilier aux États-Unis était perçu comme extrêmement solide. Impossible que les CDO, utilisés dans des contrats de repo comme collatéral et qui contenaient des produits subprime, puissent être de mauvaise qualité. Et pourtant, les faits sont là. Les CDO perdent énormément de valeur, d'où la question que les investisseurs commencent à se poser. Et si l'Europe avait fait la même erreur? Et si les dettes souveraines des différents États membres de l'euro ne pouvaient finalement pas toutes être utilisées de façon interchangeable? Oula, je vois la panique qui pointe le bout de son nez là. À partir de la faillite de Lehman, les investisseurs placent le risque de non-remboursement au centre de leurs analyses concernant les dettes souveraines. Les pays les moins bien notés par les agences de notation sont ceux qui voient leur taux d'intérêt remonter le plus rapidement. C'est le cas de la Grèce qui avait déjà la plus mauvaise note de toute la zone euro en 2008. De plus, les investisseurs savent que la crise financière mondiale qui est en train de se produire va avoir des conséquences économiques importantes partout dans le monde. Ils deviennent alors beaucoup plus attentifs à des critères comme le taux de chômage, le déficit budgétaire, la croissance, etc. Ok, donc là c'est parti, le risque prend de l'importance, donc ça pousse les taux à diverger. Et là je vois bien où est-ce que tu m'emmènes. Si la notion de risque provoque une divergence alors que les liquidités disponibles provoquent une convergence, pourquoi est-ce que c'est le risque à gagner? Monsieur est perspicace. Ok, alors on va faire un petit exercice. Mets-toi dans la peau d'un gérant de fonds d'investissement. Tu as utilisé l'argent de tes clients épargnants pour acheter de nombreux produits financiers divers et variés et il y a une question qui se pose. Lehman Brothers vient de faire faillite, le credit crunch touche les banques et malgré l'intervention des banques centrales, les marchés financiers fonctionnent mal. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh ben, c'est la bonne grosse merde, donc forcément il va y avoir une crise économique. Ok, et comment cette crise va t'impacter toi, en tant que gérant de fonds d'investissement? Eh ben, je vais peut-être perdre mon taf aussi. Pourquoi? Parce que les marchés financiers vont s'effondrer de partout, je vais paumer l'argent de mes clients et donc je vais me faire virer. Sauf si je trouve un moyen de ne pas leur faire perdre trop d'argent. Et comment tu peux faire ça? Il y a un moment donné, qui est-ce qui pose les questions là? C'est toi qui es supposé expliquer, hein, pas moi. Ouais, ok, c'est pas faux. L'idée, c'est de regarder tous les produits financiers que tu possèdes et de les diviser en 2 catégories. Ceux qui sont les plus risqués, ceux dont la valeur sera la plus impactée par la crise, et ceux qui devraient le mieux résister.
C'est le cas typique des fameuses valeurs refuges. Quand les financiers paniquent un peu, ils se mettent à vendre tout ce qu'ils estiment comme trop risqué, puis ils utilisent l'argent issu de la vente pour acheter de l'or, du franc suisse ou encore du pétrole. Ok, alors là j'ai deux questions. D'abord, pourquoi vendre les trucs risqués pour acheter autre chose? Pourquoi pas tout simplement vendre et ensuite garder du cash? Et deuxième question, pourquoi l'or, le franc suisse et le pétrole? Qu'est-ce qui fait que ces trucs seraient des valeurs plus sûres? Alors, d'abord, le rôle d'un investisseur, c'est d'investir. Garder du cash, ça n'a aucun sens. Le cash ne rapporte aucun dividende ni aucun intérêt. On ne gagne pas plus d'argent en conservant son argent sous un matelas. Ensuite, quand une crise économique pointe le bout de son nez et que les banques sont à deux doigts de faire faillite, est-ce que tu crois qu'il est judicieux pour un fonds d'investissement qui gère des millions d'euros de garder du cash? Ou est-ce que tu crois qu'il va être parqué ce cash? Eh ben, dans une banque. Ah oui, merde. Bien, maintenant, pourquoi l'or, le CHF ou le pétrole? Eh ben parce que c'est comme ça en fait, il n'y a pas vraiment de raison particulière. L'or n'a aucune utilité pratique concrète qui justifie qu'il coûte si cher en fait. C'est une espèce de bulle spéculative qui dure depuis des années. La Suisse est perçue comme un pays sûr, mais enfin bon, en cas de crise économique, il n'y a aucune raison de penser qu'elle serait particulièrement épargnée. Et puis le pétrole, bon bah oui c'est sûr qu'on sait que c'est toujours utile d'avoir du pétrole, mais enfin si la demande s'effondre à cause de la crise... Quoi, t'es en train de me dire que les valeurs refuges sont pas des refuges en fait? Ah si, tout le monde achète ces trucs quand ça va mal, particulièrement l'or. Enfin, de là à dire que c'est une décision rationnelle, mais bref. En ce qui concerne la dette, les valeurs refuges sont les dettes souveraines qui sont les mieux notées par les agences de notation, et également celles qui appartiennent aux économies les plus développées. États-Unis, Allemagne, Japon, France, Suisse, Royaume-Uni, Canada, etc. Tous les pays qui ne font pas partie de ce club auront plutôt tendance à voir leurs dettes vendues sur les marchés en cas de crise. On appelle ça le flight to quality, la fuite vers la qualité. Et le problème, c'est que ce flight to quality crée une belle boucle de rétroaction qui ne fait pas plaisir aux pays du Sud. Comment ça? Quelle boucle? Les pays les plus fragiles, ceux qui vont le plus souffrir de la crise, sont aussi ceux qui ne font pas partie du club des grands pays développés. Donc ceux qui vont voir leurs dettes vendues sur les marchés. Quand la dette est vendue en forte quantité, ce sont les investisseurs qui disent « Votre économie n'est pas assez développée, il y a trop de risques, nous ne voulons plus vous prêter d'argent ». Ainsi, pour convaincre les investisseurs de continuer à leur prêter, les États concernés vont devoir augmenter les taux d'intérêt associés à leur dette. Cette dépense supplémentaire, en plus de la crise, va augmenter encore davantage les déficits publics, ainsi que réduire la capacité d'investissement des entreprises. Donc augmentation du chômage, des déficits publics et ralentissement de la croissance, donc pays perçus comme encore plus risqués que prévu, donc augmentation des taux, et c'est parti pour le cercle vicieux. Du côté des grands pays développés, c'est exactement l'inverse qui se produit. Puisque tous les investisseurs qui cherchent refuge achètent leurs dettes, le message qu'ils transmettent est le suivant. Nous sommes paniqués, nous n'avons pas d'autre endroit où aller, on est acheteur de votre dette, peu importe le taux. Et donc, ces pays peuvent se permettre de baisser leurs taux sans que les financiers ne disent rien. Alors que pourtant, la crise impacte aussi ces pays. Il y a ici un effet plutôt salutaire. Les taux qui baissent permettent à ces pays d'améliorer leur situation, ce qui du point de vue des investisseurs justifie une nouvelle baisse des taux, ce qui permet d'améliorer la situation, etc., etc. Ici, on a plutôt affaire à un cercle vertueux. Donc flight to quality, ça renforce les forts et affaiblit les faibles. Ouais, alors attention, je ne dis pas que ce mécanisme est l'unique responsable de la crise, des subprimes ou de l'euro. Il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte, et on va en discuter. Mais c'est vrai que le flight to quality, ça n'arrange rien pour les pays déjà en difficulté. Surtout quand ces pays font partie de la zone euro. Attends, pourquoi ce serait pire dans le cas de l'euro là? Parce que pour compenser cette hausse des taux, un pays peut normalement compter sur l'action de sa propre banque centrale. Or, en zone euro, il n'y a qu'une seule banque centrale pour tout le monde. Donc les décisions ne peuvent pas être adaptées aux cas particuliers d'inflation, de croissance, etc. Normalement, une banque centrale peut aussi venir en aide au gouvernement pour lui éviter d'avoir à payer trop d'intérêts. Dans le cadre de l'euro, la BCE a juré de ne jamais faire ça. Alors en réalité, elle l'a fait indirectement via le quantitative easing, mais celui-ci n'a débuté qu'en 2015 pour la dette souveraine. Et puis pour finir, il y a aussi les taux de change entre devises qui peuvent jouer un rôle, mais évidemment au sein de la zone euro, c'est pas possible. Alors je rentre pas dans le détail de tous ces mécanismes, on en a déjà parlé notamment dans tous ces épisodes-là. Mais en gros, l'euro, ce sont les mêmes règles, la même banque centrale et la même monnaie pour tout le monde. Alors forcément, face à une crise qui va avoir des effets différents en fonction des pays, l'euro ne permet pas la flexibilité et l'adaptabilité qu'on pourrait trouver dans d'autres pays qui possèdent leur propre monnaie et leur propre banque centrale. Oh putain, t'es anti-européen en fait. You serious? Allez, laisse-moi te résumer un petit peu tout ça. Notre point de départ était d'essayer de comprendre pourquoi la faillite de Lehman Brothers, quatrième banque d'investissement américaine, a mis le feu aux poudres partout dans le monde en septembre 2008, et notamment pourquoi elle a provoqué la divergence des taux d'intérêt pour les États membres de la zone euro.
Tout d'abord, la faillite de Lehman, en pleine crise des subprimes, a fait voler en éclats la confiance que les banques s'accordaient les unes aux autres. Cela s'est traduit par un credit crunch, c'est-à-dire que les banques ont arrêté de se faire crédit les unes aux autres. Or, cette activité est indispensable pour maintenir la cohésion du cœur des marchés financiers. C'est notamment pour éviter l'effondrement de ce cœur, qui aurait probablement marqué la fin du capitalisme tel que nous le connaissons, que les banques centrales sont rapidement intervenues pour jouer le rôle de prêteurs de la dernière chance. Cela dit, le credit crunch a mis fin à une bonne partie des transactions repo qui existaient à ce moment-là. Ensuite, les investisseurs se sont mis à douter de la qualité des dettes souveraines utilisées comme collatéral en Europe. Une réaction logique puisque c'est ce même collatéral qui, aux États-Unis, était justement en cause dans la crise des subprimes. Il y a alors eu un espèce de retour aux sources. Les investisseurs ont replacé le risque de défaut, le risque de non-remboursement, comme déterminant principal de l'offre et de la demande sur les marchés de la dette, et donc comme déterminant principal des taux d'intérêt. Les différentes performances entre les pays européens ont donc provoqué une première divergence des taux. Et c'est la Grèce qui la première en a subi les conséquences parce que c'était justement le pays le moins bien noté par les agences à ce moment-là. Enfin, le phénomène de flight to quality est également entré en jeu. La forte quantité d'épargne disponible en zone euro s'est en quelque sorte focalisée. Les investisseurs ont vendu les dettes souveraines des pays perçus comme les moins développés pour acheter celles des pays perçus comme les plus développés. Ce phénomène a eu tendance à faire diminuer le coût de la dette pour les pays du Nord, tandis qu'il a provoqué l'inverse pour les pays du Sud. Et évidemment, il s'agit d'un cercle vicieux pour les pays du Sud. Plus d'intérêts à payer, donc plus difficile et moins rapide pour se sortir de la crise, donc pays jugés comme plus risqués, donc plus d'intérêts à payer, etc., etc. Et évidemment, pour les pays du Nord, c'est l'inverse, moins d'intérêts à payer, donc plus facile et plus rapide pour se sortir de la crise, donc pays jugés comme moins risqués, donc moins d'intérêts à payer, etc., etc. Bon, on en est là, les banques sont fragiles, les pays s'enfoncent dans la crise des subprimes, les taux d'intérêt sont plus les mêmes pour tout le monde. C'est quoi la suite? La suite, c'est de regarder un par un ce qui s'est passé dans les pays du sud de la zone euro, mais on verra ça la prochaine fois. Merci d'avoir suivi ce 5e épisode sur la crise de l'euro. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Les tipeurs qui soutiennent la chaîne financièrement sont toujours au rendez-vous et franchement, je vous remercierai jamais assez, c'est grâce à vous que je peux vivre de ces vidéos. Les t-shirts sont en description, merci d'avoir regardé et à bientôt pour un prochain épisode.